Je m'appelle Laurent et je vais vous raconter une histoire qui m'a vraiment transformé en tant que personne. C'est une histoire sur ce qui peut se passer lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, qu'on rencontre l'amour et qu'on ne comprend pas vraiment les implications culturelles de ses décisions. Voilà, je vais être honnête avec vous dès le départ. J'ai quitté la France en novembre 2019. J'avais 34 ans à l'époque. Je venais de divorcer après un mariage de 7 ans qui s'était déroulé dans le sud de la Provence et je cherchais simplement un nouveau départ. Pas une nouvelle femme, pas une nouvelle famille, un nouveau départ complet. Je travaillais dans le domaine de l'informatique depuis une dizaine d'années. J'avais gagné un salaire décent, j'avais économisé environ 45 000 € et j'ai pensé que j'avais besoin de changer complètement de perspective. C'est idiot, je le sais maintenant, mais je pensais vraiment que si je me mettais assez loin de mon ancienne vie, physiquement, géographiquement, émotionnellement, je pourrais recommencer à zéro. Comme si la distance pouvait guérir les plaies. Spoiler alerte, ça ne marche pas comme ça. Donc je suis allé aux Philippines. Pourquoi les Philippines en particulier? Honnêtement, ce n'était pas un choix très réfléchi. J'avais un ami à Marseille qui avait vécu à Cebu pendant 2 ans, il m'avait dit que la vie était abordable, que les gens étaient accueillants et que l'accès à Internet était suffisant pour travailler en tant que freelance. 3 raisons plutôt bonnes, je suppose. Et puis, je suppose que je voulais juste aller quelque part qui était aussi différent que possible de la Provence, aussi loin du monde que j'avais connu. Les Philippines, c'était loin. C'était très loin. Je suis arrivé à Manille le 12 novembre 2019. Je me souviens de la date parce que c'était quelques semaines avant Noël, et l'aéroport était déjà complètement fou. Des taxis qui klaxonnaient, des gens qui criaient les prix des courses en anglais à la moindre occasion. L'humidité m'a frappé dès que j'ai franchi les portes de sortie. C'était comme marcher dans un mur d'eau tiède. Je n'avais jamais ressenti quelque chose de semblable en Europe. Ma chemise était trempée en 2 minutes, et je devais m'éponger constamment le front pendant que je traînais mes valises à travers la terminale. Au cours des 3 premiers mois, j'ai habité dans plusieurs petits appartements à Makati et à BGC. Tu sais, les quartiers où les expatriés se concentrent généralement. Des endroits avec l'air conditionné, du Wi-Fi stable, et où presque tout le monde parlait anglais. C'était un peu trop confortable, trop isolant. Je me suis fait quelques amis dans ces quartiers. D'autres Français, quelques Allemands, un Australien qui m'a montré où trouver un vrai café décent. J'ai découvert mes restaurants préférés. Il y a un endroit merveilleux à BGC qui fait les arros croquantes avec un œuf parfait par-dessus, exactement comme je les aimais. Cela m'a coûté environ 6 €. Impossible en France. Je faisais mes courses au Pure Gold, cette épicerie nationale, et j'étais choqué par les prix. 1 kilo de mozzarella, 2 €. Du jambon serrano, 4 €. Je pouvais manger comme un prince avec le budget d'un paysan. Mon travail de freelance en informatique continuait. Je gérais toujours les contrats avec mes clients français et européens. Ils ne savaient même pas que j'avais quitté l'Europe. Pour eux, j'étais juste quelqu'un qui travaillait à distance dans une zone horaire commode. Le soir, pendant qu'ils dormaient, je travaillais. J'étais payé en euros, ce qui m'aidait énormément puisque le peso était environ 10 fois moins cher que la monnaie française. Puis j'ai rencontré Maricel. C'était en mars 2020, juste avant que le monde entier devienne fou avec le Covid. Elle travaillait dans un petit café à Pasig, un quartier un peu excentré que je n'aurais normalement jamais visité. J'étais allé là-bas parce qu'un ami m'avait dit qu'il y avait un bon vendeur d'espresso, quelqu'un qui connaissait vraiment son métier. Quand je suis entré, elle était derrière le comptoir, portant un petit tablier rose, avec ses cheveux attachés en une queue de cheval nette. Elle avait des yeux doux, un sourire vraiment amical, et elle parlait un français cassé qu'elle avait appris à l'école. Elle avait 19 ans de moins que moi. J'avais 35 ans, elle en avait 16. Non, attendez, c'est mal dit. Elle avait 27 ans. Pardonnez-moi, cela semble encore étrange de le dire à haute voix, même maintenant, même après tout ce temps. Elle était belle, intelligente, parlait un peu français, ce qu'elle avait appris à l'école, et elle me trouvait amusant. Elle riait de ma façon de dire certains mots tagalog. Quand j'ai essayé de dire « salamat », merci, avec un accent français horrible, elle a éclaté de rire, mais pas méchamment. C'était un rire doux, joyeux. Nous avons échangé nos numéros de téléphone ce jour-là, et nous nous sommes mis à nous envoyer des messages. D'abord juste pour discuter des cafés et du travail, puis graduellement sur des sujets plus personnels. Elle me posait des questions sur la France, sur la Provence, sur ce que c'était de grandir là-bas. Je lui parlais de mes hivers, de la neige, du vin, des choses qu'elle trouvait exotiques et fascinantes. Elle était curieuse, comme une enfant qui découvre le monde pour la première fois. Notre relation a commencé officiellement le jour du confinement, le 16 mars 2020. Comment c'est pour une relation, hein? Vous vous rencontrez, vous vous aimez bien, et soudain le monde s'arrête.
Les restaurants ferment, les rues se vident, et vous êtes enfermés chez vous. Nous ne pouvions pas sortir ensemble vraiment pendant des mois. Nous avons juste parlé au téléphone, vidéo appelé, et je lui ai envoyé de l'argent occasionnellement pour qu'elle puisse acheter de la nourriture et des fournitures. Ses parents avaient fermé le café pendant le confinement, donc elle n'avait pas de revenus. Cela a commencé à peser sur mon cœur, tu sais. Je voulais l'aider, elle était en difficulté, j'avais les moyens de l'aider, alors je l'ai fait. Les appels vidéo, c'était notre lien. Je me souviens que nous parlions pendant 2-3 heures, parfois jusqu'à minuit. Elle était dans sa chambre à Cainta, moi dans mon petit appartement à Makati. Elle me montrait sa chambre, son placard, ses livres. Je lui montrais mes photos de la Provence, ma mère qui me disait bonjour à travers l'écran. Elle trouvait ma mère adorable. Ma mère, d'ailleurs, pensait que j'étais fou de sortir avec quelqu'un de 27 ans. Mais elle ne disait pas grand-chose. Elle était juste contente que je sois heureux. Pendant le confinement, on parlait beaucoup de la culture. Je lui demandais pourquoi les familles étaient si importantes ici, pourquoi les enfants n'héritaient généralement pas de l'indépendance. Elle me disait, en France, vous partez à 18 ans et vous ne regardez jamais en arrière. Ici, c'est différent. Votre famille est votre responsabilité, c'est comme ça. Je lui demandais si c'était une charge. Elle réfléchissait, puis elle disait, non, ce n'est pas une charge, c'est l'amour. À l'époque, ça me semblait poétique et juste. Plus tard, je comprendrai que c'était plus compliqué. Quand les restrictions ont commencé à s'assouplir vers la fin de 2020, nous avons commencé à nous rencontrer en personne. Maricel habitait à Cainta, une petite ville à l'est de Manille, avec sa mère Rosa, son père Berto, son jeune frère Miguel qui avait 16 ans, sa grand-mère et sa jeune cousine Inès qui avait 12 ans. C'était une petite maison, peut-être 70 mètres carrés, avec un petit jardin devant où ils avaient planté des tomates et du kangkong. Je me souviens qu'il y avait toujours quelque chose qui cuisinait sur le feu dans la cuisine. Du bouillon, du riz frit, des œufs. Je suis allé là-bas plusieurs fois. La première fois, j'étais nerveux. Je me souviens de claquer des dents presque, même si c'était 32 degrés dehors. Maricel m'a présenté à sa famille, et ils ont tous été incroyablement gentils. Son père Berto m'a donné une bière locale, une San Miguel, et nous avons discuté pendant des heures. Je ne comprends pas très bien le tagalog, mais tout le monde parlait lentement pour que je puisse comprendre, ou il me montrait simplement des gestes amusants. Rosa, sa mère, m'a donné un énorme plateau de lumpia, ces petits rouleaux de printemps frits. Elle en avait fait environ 40, rien que pour moi. Quand j'ai demandé pourquoi tant, Maricel a dit avec un sourire, « Maman veut que tu saches qu'elle t'aime déjà. » Ce moment précis, avec le plateau de lumpia, c'était le moment où j'aurais dû comprendre quelque chose. La culture de la générosité, de l'hospitalité, de montrer l'amour à travers la nourriture et les actions, plutôt que les paroles. C'était différent de ce que je connaissais. En France, on accueille quelqu'un, on propose un verre et on parle. Ici, on vous nourrit jusqu'à ce que vous soyez prêt à exploser, puis on vous en propose davantage. Au cours de l'année 2021, notre relation s'est approfondie. Je l'ai aidé à s'inscrire dans une université pour étudier les affaires. J'ai payé ses frais de scolarité, qui coûtaient environ 1 200 € par an, et j'ai commencé à envoyer régulièrement de l'argent à sa famille. Cela semblait être la bonne chose à faire. Je veux dire, si vous aimez quelqu'un et que sa famille est en difficulté financière, vous les aidez, non? C'est ce que je pensais à l'époque. C'était une leçon française, je suppose. Vous aidez les gens que vous aimez. Vous prenez soin d'eux. C'est votre responsabilité morale. Ce que je ne réalisais pas, c'est que dans ce contexte culturel, aider signifiait quelque chose de complètement différent. Aider signifiait accepter une responsabilité permanente et illimitée. Aider signifiait que vous aviez un rôle dans la famille, que vous aviez des obligations, que vous aviez une place au sein d'une structure établie. Je pensais que j'aidais comme un ami, un petit ami gentil. Je ne réalisais pas que j'étais, dans l'esprit de Rosa, l'argent qui allait résoudre tous les problèmes de la famille. Puis, à la fin de 2021, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de m'acheter une maison. Le prix des terrains aux Philippines, surtout pour un expatrié français qui avait un revenu stable en euros, était incroyablement abordable. Je pourrais acheter une maison pour ce que je dépenserais pour un petit appartement à Paris. Pendant des mois, je me suis promené dans différents quartiers, Quezon City, Antipolo, Cavite. J'ai regardé des propriétés avec des agents immobiliers qui essayaient constamment de me vendre des condos de luxe dans des complexes fermés avec des piscines et des salles de gym. Ce n'était pas ce que je cherchais. Je voulais quelque chose à Antipolo, dans les hauteurs à l'est de Manille. Antipolo est plus frais, l'altitude tu sais, et il y a quelque chose de plus authentique à ce sujet. Ce n'est pas un quartier d'expatriés comme BGC. C'est un endroit où les gens normaux vivent, où il y a des petits restaurants locaux, où les enfants jouent dans les rues. J'aimais ça.
Après plusieurs mois de recherche, j'ai trouvé une petite maison avec un petit terrain à Antipolo. C'était une maison de 3 chambres, 2 salles de bain, un salon, une cuisine. Rien de spectaculaire, mais c'était solide, bien construite, et elle avait un petit jardin où je pouvais imaginer planter quelque chose. J'ai payé 90 000 € au total. À titre de comparaison, c'est environ le prix d'une voiture d'occasion respectable en France. Une Mercedes ou une Peugeot 308 de 5 ans. J'ai finalisé l'achat en janvier 2022. J'ai passé des semaines à la rénover, à la repeindre, à l'améliorer. J'ai installé une meilleure connexion Internet pour le travail, j'ai amélioré la cuisine, j'ai fait des réparations dans les salles de bain. Cela m'a coûté environ 5 000 € supplémentaires, mais cela en valait la peine. À la fin de février 2022, j'ai emménagé. C'était un sentiment incroyable de posséder quelque chose, tu sais. C'était la première fois de ma vie que j'avais ma propre propriété. En France, j'avais toujours loué. Ici, à 36 ans, je possédais ma maison. Elle était à mon nom, sur mon acte de propriété. J'ai invité Maricel le premier week-end, et elle a pleuré quand elle a vu la maison. Elle m'a serré fort et a dit « C'est notre maison, Laurent, notre maison ». Et j'ai pensé que c'était vrai. Je pensais que c'était notre maison. Maricel y a passé beaucoup de temps. Elle aimait vraiment la maison. Elle m'a aidé à décorer, à arranger les meubles, à planter des fleurs dans le jardin, des hibiscus rouges et des bougainvilliers. Elle semblait vraiment heureuse. Nous parlions souvent du futur, pas trop sérieusement, juste des idées vagues qui dansaient entre nous. Peut-être que nous aurions un chien. Peut-être que nous ferions une petite rénovation à la cuisine, remplacerions le vieux four. Peut-être qu'un jour, nous aurions des enfants et qu'ils joueraient dans ce jardin, ces choses-là. À ce stade, nous étions ensemble depuis presque 2 ans, nous nous aimions, et les choses semblaient se dérouler naturellement, comme si c'était inévitable. Je pensais peut-être que nous nous marierions un jour, mais sans pression, sans urgence. Juste un futur possible, une possibilité parmi tant d'autres. Puis est venu septembre 2022. C'est le début de la saison des typhons aux Philippines. Les Philippines se trouvent dans la ceinture de feu du Pacifique, une région de tempêtes extraordinaires, de tremblements de terre, de volcans. Chaque année, elle est frappée par plusieurs typhons violents, certains assez forts pour aplatir les maisons comme du papier. Je le savais avant de déménager ici, c'est vrai, mais vous ne réalisez vraiment l'ampleur de la situation que lorsque vous l'expérimentez directement. C'est comme connaître intellectuellement qu'un tremblement de terre existe, puis le vivre réellement, et se demander comment les gens vivent avec cette peur constante. Le premier véritable typhon de la saison, c'était le typhon Karding. Les prévisions disaient qu'il allait être assez fort, mais pas catastrophique, un typhon de catégorie 2. Les gens fermaient les fenêtres, achetaient de l'eau en bouteille, des aliments en conserve et attendaient. C'était un peu comme attendre une tempête d'hiver en France, mais avec beaucoup plus de peur et d'incertitude. Maricel était chez moi ce jour-là, le 24 septembre 2022. Elle avait des affaires à la maison depuis longtemps, des vêtements, des fournitures de toilette, des livres que j'avais achetés pour elle, des photos encadrées de sa famille. Elle passait presque autant de temps chez moi qu'à la maison de ses parents à Cainta. Notre vie ensemble à Antipolo avait une sorte de normalité domestique que j'adorais. Elle faisait la cuisine, je mettais la table. Elle regardait ses séries tamouales pendant que je travaillais sur mon ordinateur. C'était simple, confortable, comme si nous vivions déjà ensemble, sans jamais l'avoir vraiment décidé. Ce matin-là, je lui ai demandé comment elle pensait que le typhon serait. Elle a dit « Oh, c'est l'Asie, Laurent, ce ne sont que du vent et de la pluie, je ne suis pas trop inquiète. » Mais je pouvais voir à la façon dont elle regardait le ciel qu'elle était un peu préoccupée. Ses parents avaient envoyé plusieurs messages Viber. Viber est comme WhatsApp ici, parlant de comment leur maison était vieille, comment la clôture n'était pas très solide, comment le toit était fragile. Rosa lui avait écrit « Chérie, reste à l'endroit sûr si tu peux, on ne sait jamais avec les typhons. » Vers 17 h ce jour-là, Maricel m'a dit quelque chose qui m'a donné un pincement au cœur. Elle a dit « Laurent, ma mère me demande si ma famille pourrait venir ici pour la nuit. Juste la nuit. Ils sont vraiment inquiets à propos du toit. » J'ai senti quelque chose se resserrer dans ma poitrine. Pas de la peur, pas encore. Peut-être une sorte de pressentiment. Mais quand j'ai regardé Maricel, avec ses yeux doux, ses cheveux attachés en arrière, attendant ma réponse, que pouvais-je dire? J'aimais cette fille, et elle aimait sa famille. J'ai dit oui. Je veux dire, c'était une tempête, c'était dangereux, et je n'étais pas un cœur de pierre. Bien sûr, sa famille pouvait venir, c'était la bonne chose à faire. Cela semblait humain et décent.
Je me rappelle avoir pensé, cela va être une expérience intéressante. Une nuit avec la famille complète. Ce ne sera pas si mal. Oh, comme j'étais naïf. Le 24 septembre, en fin d'après-midi, ma maison était devenue un hôtel improvisé. Maricel était allée les chercher, et ils étaient arrivés par 3 dans un jeepney. Ce sont ces minibus colorés que vous voyez partout aux Philippines. Rosa, Berto, le jeune frère Miguel qui avait 16 ans, la grand-mère dont je ne me souviens jamais vraiment du nom, les gens l'appelaient juste Lola, et la jeune cousine Inès qui avait 12 ans. 7 personnes au total. Je n'avais que 3 chambres. 3 chambres pour 7 personnes. J'ai distribué les chambres de manière équitable. Rosa et Berto prenaient une chambre, la grand-mère en prenait une seule, et Maricel avec la cousine en prenait une. Miguel s'était endormi sur le canapé du salon avec des couvertures que j'avais trouvées. C'était un peu serré, mais cela semblait fonctionner. Rosa était constamment préoccupée de me causer des tracas. Elle me disait sans cesse en anglais « Lorraine, is okay? Is okay? We not too much people ?» Chaque fois que je disais que c'était bien, elle souriait et s'en allait faire quelque chose. Organiser un coin, arranger les vêtements, nettoyer quelque chose qui était déjà propre. Vers 20h, les premiers signes du typhon ont commencé. Le vent a commencé à souffler, léger d'abord, puis plus fort. Les nuages se sont assombris jusqu'à ce qu'il soit presque noir dehors, même si c'était seulement le début de la soirée. J'ai fermé toutes les fenêtres de la maison et j'ai mis les volets de bois. Cela a rendu la maison complètement sombre, sauf pour les lumières que j'avais allumées. Berto m'a aidé avec les volets. Nous avons parlé peu, juste des gestes et des oui et des non. C'était un homme silencieux, jamais vraiment à l'aise de parler. Vers minuit, le typhon a vraiment frappé. C'était incroyable, terrifiant en réalité. Le vent hurlait comme rien de ce que j'avais jamais entendu. C'était un bruit constant, presque organique, comme si la maison elle-même respirait. La pluie frappait les fenêtres avec une force qui vous faisait penser que le verre allait se briser en 1000 morceaux. Pendant quelques minutes terrifiantes, les lumières ont clignoté. Ça y est, pensais-je, c'est fini, nous n'avons plus d'électricité. Mais elles se sont stabilisées. Vers 1h du matin, un grand coup a frappé le côté de la maison. Un bruit sec, crac. Tout le monde a sauté. J'ai pensé que c'était un arbre qui était tombé sur la maison. Rosa a prié à voix haute en tagalog, les mains jointes. Inès a crié « Mommy !» Elle appelait Maricel « Mommy », même si c'était sa cousine, parce que Maricel l'avait essentiellement élevée. Miguel venait vérifier auprès de moi si tout allait bien, se demandant s'il fallait appeler quelqu'un. Je lui ai dit qu'on resterait juste à l'intérieur et qu'on attendrait. Nous nous sommes tous assis dans le salon avec une lampe de poche, buvant du café froid. Rosa avait fait du café avant le pire de la tempête, et parlant doucement, juste pour faire du bruit, pour nous rassurer. C'était en quelque sorte étrange et intimement normal en même temps. Rosa avait apporté des biscuits mangue du marché dans un Tupperware, et nous avons juste attendu la tempête. Elle offrait constamment des biscuits. « Laurent, mangez beaucoup, vous besoin force !» Quant à moi, je repensais à mon hypothèque, à ma maison neuve, à ce crack que j'avais entendu. Quelle partie de la maison avait-il frappé? Le toit? Les murs? Combien cela allait-il coûter pour réparer? À 3h du matin, la tempête a semblé atteindre son apogée, puis a commencé à diminuer légèrement. Les habitants ont commencé à s'endormir un par un. Rosa s'était endormie la tête sur l'épaule de Berto. Miguel était couché sur le sol, avec un coussin sous la tête. Inès s'était levée contre Maricel. La grand-mère ronfle doucement du canapé. Et moi, j'étais assis seul avec ma tasse de café froid, écoutant le vent hurler, me demandant ce qui allait se passer ensuite. Le matin du 25 septembre, le typhon était passé. Il y avait des débris partout, des branches, des morceaux de tôle ondulés provenant de quelqu'un d'autre, des feuilles. Mon petit jardin était complètement détruit. Les hibiscus rouges que Maricel avait aimé planter, disparus. Les bougainvilliers, disparus. Une partie de la clôture était endommagée, tombée sur le côté. Ce crack que j'avais entendu, c'était une branche contre le côté de la maison, pas un vrai dommage. Mais la maison de ses parents, m'a dit Maricel, elle avait perdu une partie de son toit. Pas seulement des tuiles, une partie significative du toit. Le toit. Donc c'était grave, vraiment grave. Rosa a montré des photos sur son téléphone, des photos que Berto lui avait envoyées de la maison. C'était en mauvais état. Il y avait une ouverture visible, vous pouviez voir le ciel à travers. Avec les prévisions de pluie pour les jours à venir, la maison serait ruinée. Ses affaires, ses vêtements, ses documents, tout ce qui n'était pas dans une armoire fermée, serait détruit. J'ai dit qu'il pouvait rester quelques jours supplémentaires. Quelques jours. Je pensais vraiment que c'était juste quelques jours. C'est important pour comprendre après comment j'ai pu être si naïf.
Je ne fixais pas d'expiration à mes paroles. Je ne disais pas « Vous pouvez rester pendant 3 jours, jusqu'au 28 septembre ». J'ai juste dit « quelques jours supplémentaires ». À ce moment-là, je pensais faire une bonne action. Je ne réalisais pas que j'étais en train de poser une trappe à souris pour moi-même. Les jours ont passé, puis une semaine. Rosa m'a dit qu'elle irait faire les courses pour la nourriture et qu'elle contribuerait. Elle a acheté quelques kilos de riz, un peu de viande. C'était gentil, mais cela ne couvrait même pas la moitié du coût de la vie de cette personne. Je n'ai pas vraiment dit quoi que ce soit à ce moment-là. Je me sentais mal à l'aise d'apporter des questions d'argent juste après un désastre naturel. Ça aurait senti trop dur, trop pratique, trop français dans mon calcul rigide. La maison de ses parents a commencé à être réparée, mais lentement, très lentement. Vous voyez, après un typhon, il y a des milliers de maisons endommagées. Les réparateurs sont surbookés, les matériaux de construction montent en prix. Un toit qui aurait coûté 1 000 € normalement, maintenant c'est 2 000. Et Berthaud n'avait pas cet argent. Il conduisait un tricycle, un petit taxi à 3 roues, à temps partiel. Pendant le typhon, il n'y avait pas eu de passagers, donc aucun revenu. Rosa travaillait occasionnellement comme domestique, mais pendant la saison des typhons, beaucoup de gens ne pouvaient pas non plus se permettre de l'embaucher. Le 4 octobre, 10 jours après le typhon, j'ai parlé avec Rosa sur mon petit patio avant. Nous étions assis dans des chaises en plastique bon marché, regardant Antipolo. C'était une de ces journées où le ciel était clair, presque comme si le typhon n'avait jamais eu lieu. J'ai demandé poliment quand ils pensaient retourner chez eux. Et elle m'a dit quelque chose qui a changé ma compréhension de toute la situation. Elle a dit que les réparations prendraient du temps, semaines, peut-être un mois, et que financièrement c'était difficile. Elle m'a regardé directement, pas de manière agressive, juste directement, et elle a dit « Les travaux de toiture, c'est cher, Laurent, très cher ». Elle a attendu pour voir si je comprenais ce qu'elle me disait vraiment. À ce moment-là, une idée a germiné dans ma tête. Une idée que j'aurais dû reconnaître plus tôt comme un drapeau rouge massif. J'ai demandé à Maricel plus tard ce soir-là si elle pensait que sa mère attendait que je paie pour les réparations. Elle a dit « Non, absolument pas. Maman serait horrible de demander cela. C'est ta maison, pas la nôtre. C'est ton argent, pas le nôtre. » Mais la façon dont elle l'a dit, le léger détournement de ses yeux, la façon dont elle a un peu trop expliqué pour être vraiment innocente, tout cela m'a dit que quelqu'un avait au moins mentionné cette possibilité. Peut-être pas Rosa directement, mais quelqu'un avait planté cette graine. Je dois être juste et honnête ici. Les Philippinas et les Philippins vivent dans un système familial très différent de celui de la France. En France, on part souvent à 18 ans, on devient indépendant, on paie ses propres factures. Ici, aux Philippines, les familles sont extrêmement unies. C'est plus qu'une unité sociale, c'est une unité économique. C'est un système appelé Utang na Loob, ce qui se traduit essentiellement par « dette de cœur ». L'idée que vous devez quelque chose à votre famille, toujours, parce qu'ils vous ont élevé et vous ont pris soin de vous. C'est profondément enraciné dans la culture, dans l'ADN de la manière dont les gens pensent aux obligations. Ce n'est pas mal en soi. C'est juste une façon complètement différente de voir le monde. Les enfants adultes envoient de l'argent à leur maison. C'est attendu. C'est accepté. C'est vu comme l'honneur naturel que vous portez envers vos parents. Mais pour moi, en tant que Français qui arrivait juste à comprendre ces complexités culturelles, c'était extrêmement confus et compliqué. Je ne savais pas si c'était une attente, une demande délicate ou simplement une réalité économique. Et je n'avais pas les outils pour naviguer cela. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement laissé les choses traîner, sans rien faire. J'ai dit qu'ils pouvaient rester plus longtemps. Pendant ce temps, j'allais penser à la situation du toit. Sauf que je ne pensais pas vraiment. J'attendais juste, en espérant que quelque chose se produirait, que d'une manière ou d'une autre, il partirait, et ma vie normale reprendrait. La deuxième semaine, tout a commencé à devenir plus permanent. Rosa a transformé ma maison en machine de nettoyage efficace. Chaque matin, elle se levait à 5 heures. Je pouvais l'entendre dans la cuisine. Elle nettoyait le salon, elle faisait la lessive de tout le monde. À un moment donné, elle a décidé que le réfrigérateur avait besoin d'un nettoyage en profondeur. Un jour, j'ai réalisé qu'elle avait vidé complètement le réfrigérateur, avait nettoyé chaque étagère avec du vinaigre, avait réorganisé tout ce qu'il y avait à l'intérieur avec une géométrie précise. Ce n'était pas grossier, c'était en fait assez gentil, assez maternel. Elle prenait soin de la maison comme si elle était la sienne. Mais cela me mettait aussi de plus en plus mal à l'aise. Cela semblait signifier qu'elle pensait qu'elle allait rester indéfiniment, que c'était maintenant son travail. Berthaud, le père, était un peu différent.
Il était silencieux, souvent assis devant la télévision, regardant les nouvelles ou les matchs de basketball. Il me remerciait plusieurs fois par jour pour l'hospitalité, avec une formalité qui rendait tout plus étrange. Il semblait gêné d'être là, honteusement, mais honteux d'une manière qui m'empêchait de lui en parler. Comment dites-vous à un homme qu'il n'est pas bienvenu, quand cet homme vous regarde avec gratitude et honte mélangée dans ses yeux? Miguel, le jeune frère, était merveilleux. Il était le point lumineux de la situation. Il m'a aidé à nettoyer le jardin après le typhon. Nous avons joué à des jeux vidéo ensemble. Il était doué, mieux que moi. Nous nous sommes amusés. Il n'y avait aucune tension avec lui. Il était juste un jeune garçon heureux d'être dans une maison agréable avec un Wi-Fi rapide où il pouvait jouer à des jeux vidéo en ligne. La grand-mère, elle, je ne la voyais pas beaucoup. Elle passait la plupart de son temps à dormir ou à regarder des émissions de télévision religieuses. Parfois, elle priait à voix haute, le chapelet aux mains. Elle était gentille, mais pratiquement un fantôme dans la maison. La 3e semaine, vers le 15 octobre, j'ai remarqué quelque chose qui m'a vraiment ennuyé. Les factures. Ma facture d'électricité s'était doublée. Avant cela, elle était d'environ 120 € par mois, normal pour une maison de 3 chambres dans un climat chaud. Maintenant, avec 7 personnes supplémentaires dans la maison qui utilisaient des ventilateurs, faisaient fonctionner la télévision, rechargeaient les téléphones, prenant des douches d'eau chaude, elle était d'environ 240 €, exactement doublée. De plus, l'eau montait, la facture d'eau augmentait, et la nourriture. Oh, la nourriture! Je faisais une course à l'épicerie tous les 2 jours, dépensant environ 80 € à chaque fois. C'était de plus petits achats que d'habitude, mais le volume était énorme. Rosa cuisinait simplement énormément. Elle faisait du riz pour chaque repas, des énormes pots de riz. Elle faisait des soupes, des viandes braisées, des légumes bouillis. Le système alimentaire des Philippines, c'était différent de la France. Vous mangiez du riz avec presque tout, et Rosa cuisinait comme si elle nourrissait une armée. J'ai parlé à Maricel de cela un soir. Je lui ai dit doucement, sans colère. « Hé, je suis vraiment d'accord pour que ta famille reste ici, mais je ne peux pas payer pour tout. C'est trop cher. Les factures d'électricité, l'eau, la nourriture, c'est quelque chose. » Elle a écouté, et elle a dit « Oui, bien sûr, Laurent. Je vais en parler à maman. Maman veut aussi contribuer. » Le jour suivant, Rosa m'a donné de l'argent. C'était environ 150 pesos, ce qui équivalait à peu près à 4 €. 4 € pour une semaine de vie pour 4 personnes. C'était clairement sympathique de sa part d'essayer. C'était un geste gentil, mais c'était aussi étrange et révélateur. C'était clair qu'il ne comprenait tout simplement pas vraiment ce que coûtait de vivre, ou il ne pouvait pas se permettre de contribuer vraiment. Je ne savais pas lequel était plus difficile à gérer. Vers le 15 octobre, environ 3 semaines après le typhon, les réparations du toit de la maison de ses parents étaient enfin terminées. Je l'ai appris par Maricel, qui l'avait appris par sa mère. Donc enfin, pensais-je. Enfin, ils peuvent partir. Enfin, ma maison peut redevenir la mienne. J'ai demandé à Rosa quand la famille prévoyait de s'en aller. Elle a dit qu'il resterait peut-être encore un peu, juste pour s'assurer que le toit était vraiment stable, qu'il n'y avait pas de fuite. Quelques jours de plus. Juste quelques jours. Ces quelques jours de plus sont devenus une semaine de plus. Une semaine de plus est devenue 2 semaines de plus. Un mois s'était écoulé depuis le typhon. Nous étions maintenant au 25 octobre. Novembre n'était pas loin. Ma maison ressemblait à une petite pension de famille, un hôtel bon marché où les gens ne payaient vraiment pas de loyer. Il y avait des vêtements partout, sur les chaises du salon, sur les rebords des fenêtres, dans les cordes à linge que Rosa avait installées dans la cour. Rosa avait mis en place un système de lessive permanent où elle faisait la lessive de tout le monde chaque jour. Cela aurait dû être cool, honnêtement. Avoir quelqu'un qui fasse votre lessive. Mais c'était aussi une déclaration silencieuse qu'elle restait. Le salon avait été transformé en une sorte de chambre de jour commune pour la famille. Ils regardaient la télévision ensemble, mangeaient leurs repas ensemble, se préparaient pour la journée ensemble. C'était très familial, très intérieur. Je travaillais à partir de ma chambre à ce stade, juste pour avoir un peu d'espace. Mais même là, j'entendais la télévision, j'entendais les rires, j'entendais Rosa crier quelque chose à quelqu'un d'autre. Ma maison, ce sanctuaire que j'avais acheté, ce refuge que j'avais créé, ne m'appartenait plus vraiment. C'était maintenant la maison de Keinta, étendue. Et puis vint la conversation que je redoutais vraiment. La conversation qui allait vraiment commencer à briser les choses. C'était un samedi. Je me souviens que nous étions allés au marché, Maricel et moi, pour acheter des fruits et des légumes. Nous achetions du calamansi, ces petits agrumes verts, et elle était restée très silencieuse. Puis elle a dit de manière très douce, avec une sorte de nervosité timide. « Laurent, ma mère avait quelque chose d'important à me demander.
Et j'ai dit à maman que je te demande. J'ai arrêté de marcher. Je me suis retourné vers elle. Je savais ce qu'elle allait dire avant qu'elle ne le dise. Et elle a dit, « Ma mère se demande si ma famille pourrait rester chez toi, de manière permanente. » Je me suis littéralement arrêté. Je suis resté immobile entre les tas de mangues et les vendeurs de tomates. Maricel a essayé d'expliquer rapidement. La maison à Cainta, le loyer est devenu très cher, plus cher après le typhon. Et tu sais que papa n'a qu'un travail à temps partiel en tant que tricycle driver. Cela ne suffit pas. Et ma mère, elle est tellement inquiète. Je pense qu'elle croit que ce serait mieux si nous vivions ici ensemble. Et elle continuait d'expliquer, mais je n'écoutais plus vraiment. Je fixais simplement Maricel, le panier de fruits dans sa main, et je pensais à mes 90 000 €, à ma maison tranquille, à la raison pour laquelle j'avais quitté la France. J'avais quitté la France pour échapper à la complication. Et maintenant, la complication m'avait simplement suivi, jusqu'à une île à 11 000 km de distance. Je lui ai dit simplement, presque brutalement, « Maricel, c'est ma maison. Je suis un homme seul qui a acheté une maison pour moi. Je l'ai achetée comme un investissement, comme un endroit où vivre en paix. Ce n'est pas une maison pour cette personne. » Elle a dit qu'elle comprenait, mais que sa mère était vraiment inquiète. La situation financière était vraiment difficile. Berthaud n'avait qu'un travail à temps partiel en tant que chauffeur de tricycle, et cela ne suffisait pas pour payer le loyer, la nourriture et tout le reste. Je suis resté silencieux. Nous avons payé pour les fruits et sommes retournés à la maison en silence. Ce soir-là, après le dîner, j'ai demandé à Rosa si nous pouvions parler dehors. Je voulais une conversation sérieuse et adulte. Nous nous sommes assis dans le petit patio avant, avec quelques chaises en plastique, regardant Antipolo et les lumières qui clignotaient au loin. J'ai pris une profonde respiration et j'ai parlé en anglais. C'était plus facile que le tagalog, et elle comprenait assez bien. « Rosa, j'apprécie vraiment toi et ta famille. Vous êtes des gens merveilleux et je veux vraiment t'aider. Mais je dois être honnête avec toi. Je ne peux pas te supporter, toi et ta famille, indéfiniment. Ma situation est que je travaille comme freelance. Mes revenus varient. Certains mois sont bons, certains mois sont mauvais. Je ne peux vraiment pas offrir une stabilité d'emploi garantie. » Rosa a écouté calmement. Elle ne disait rien, elle me regardait simplement. Et puis elle a dit quelque chose qui m'a vraiment brisé le cœur. Elle a dit « Je sais que c'est difficile pour toi. Mais Maricel, elle t'aime. Et nous sommes la famille de Maricel. Si tu aimes Maricel, tu dois aimer sa famille. C'est comme cela que cela fonctionne. » Et elle avait raison, en un sens. C'était effectivement la culture. Si tu te maries à quelqu'un, tu épouses sa famille entière. Mais je ne lui ai pas proposé le mariage, et il y a une énorme différence entre aider occasionnellement sa famille, payer ses frais de scolarité, envoyer un peu d'argent pour Noël, et avoir 7 personnes vivre indéfiniment dans votre maison pendant que vous travaillez pour les nourrir. Je lui ai dit que je comprenais sa position, mais que je n'étais pas en mesure de les supporter comme cela. Elle avait besoin de parler avec Berthaud, et il devait faire un plan pour s'en aller, peut-être dans 2 semaines, ou au moins pour commencer à payer une partie des frais. Une partie, pas tout. Juste une contribution. Rosa a hoché la tête. Elle a dit qu'elle en parlerait avec Berthaud, et nous nous sommes quittés. Le jour suivant, plus rien n'avait changé. Personne n'avait mentionné la conversation. Rosa continuait simplement à nettoyer, à cuisiner, à faire la lessive. C'était comme si ma demande n'avait jamais eu lieu. Et cela m'a rendu fou, pas en colère, mais frustré, impuissant. C'était une forme de déni passif-agressif. Il faisait littéralement juste ignorer ma demande et continuer comme si de rien n'était. Comme si je ne venais pas de dire les choses les plus claires et les plus honnêtes que j'avais jamais dites. Quelques jours plus tard, la situation a empiré. Rosa est allée au marché, avec mon argent bien sûr, parce que je lui donnais toujours de l'argent pour le marché, et elle avait acheté plusieurs kilos de viande. Du poulet, du porc, du bif. Elle avait l'intention de faire un festin. Maricel m'a dit « Maman veut faire un grand repas pour célébrer l'anniversaire de papa. » L'anniversaire de Berthaud. Quelques jours plus tôt, j'avais demandé à cette famille de partir. Maintenant, Rosa préparait un festin pour célébrer son anniversaire dans ma maison, avec ma nourriture, avec mon argent. C'était presque trop absurde pour être vrai. Je me souviens d'avoir pensé « Est-ce une blague ? Est-ce un test pour voir si j'abandonne ?» À ce stade, j'étais vraiment furieux. Non pas avec eux exactement, pas entièrement, mais avec la situation. Et aussi, honnêtement, un peu avec moi-même. Comment avais-je laissé cela dégénérer si loin ? J'aurais dû être plus ferme une semaine après le typhon.
J'aurais dû dire très clairement « Je suis heureux d'aider, mais vous devez partir le 15 octobre. Fin de l'histoire. » Mais je ne l'avais pas fait. J'avais eu de la compassion, de la gentillesse, et j'avais laissé cela se transformer en une situation impossible où j'étais maintenant le méchant qui voulait mettre une mère et un père sans toit à la porte. J'ai parlé à Maricel ce soir-là, après que tout le monde s'était couché. Je lui ai dit, calmement mais fermement, « Je t'aime, Maricel, vraiment. Mais ta famille doit partir. Je ne peux pas continuer comme cela. C'est ma maison. J'ai travaillé dur pour cela. J'ai quitté la France pour cela. Et maintenant, je ne peux même pas en profiter. » Elle a pleuré. Elle a dit que sa famille n'avait nulle part où aller. Je lui ai dit que ce n'était pas mon problème à résoudre. C'était difficile, je le sais, mais c'était vrai. C'était leur problème à résoudre, pas le mien. Et en continuant à les soutenir indéfiniment, je n'aidais pas vraiment, je les rendais dépendants. Je perpétuais le problème. Cette nuit-là, Maricel n'a pas dormi avec moi. Elle a dormi avec sa mère. Le lendemain, l'atmosphère dans la maison était absolument glaciale. Rosa ne me regardait pas. Berthaud semblait gêné, encore plus que d'habitude. Personne n'a parlé pendant le dîner. La télévision était la seule voix dans la maison. J'ai donné un ultimatum 2 jours plus tard. Je voulais être absolument clair, sans aucun malentendu possible. J'ai écrit un message en anglais à Maricel. Je ne lui ai pas parlé de vive voix. J'ai écrit un message, parce que je voulais être certain qu'il n'y aurait aucune confusion. Le message disait « Maricel, je t'aime, mais ta famille doit partir de ma maison. Vous pouvez rester jusqu'au 30 novembre. Après cela, je vais devoir demander à la police d'expulsion de les retirer si vous restez. Je ne dis pas cela de méchanceté. Je le dis parce que ma maison m'appartient, et je ne peux pas supporter le poids financier et émotionnel de 7 personnes indéfiniment. Je suis désolé. » Elle a montré le message à sa mère. Rosa a pleuré. Tout le monde a pleuré. Et puis, quelque chose s'est finalement passé. La gravité de la situation a enfin pénétré. Berthaud a parlé. C'était rare, Berthaud parlant. Et il a dit à Rosa qu'ils avaient un cousin à Quezon City, un peu plus loin dans Manille. Peut-être pouvait-il rester là pendant un temps. Berthaud sentait simplement que c'était devenu trop difficile, qu'il n'était pas juste pour moi, qu'il était temps pour eux de partir. Le 20 novembre 2022, presque 2 mois exactement après le typhon, la famille a rassemblé ses affaires et est partie. Il y avait quelque chose de cérémoniel, une solennité. Rosa m'a remercié plusieurs fois. Berthaud a serré ma main. Miguel m'a dit que j'étais un ami. Même la grand-mère m'a béni en tagalog. Maricel a dit au revoir à tout le monde. Et puis elle a dit au revoir à moi. Pas d'étreinte, juste un au revoir. Elle les a accompagnés à Quezon City. Elle est revenue le soir suivant. Elle m'a dit qu'elle devait revenir parce qu'elle avait des cours à l'université le lendemain. Mais les choses n'étaient pas pareilles entre nous. Pas immédiatement, pas évidemment, mais j'ai senti une rupture, une fissure dans quelque chose qui avait été solide. Elle se sentait responsable du comportement de sa famille, responsable de m'avoir mis dans cette position. Et moi, je sentais que j'étais le méchant, le Français égoïste qui avait choisi son confort personnel plutôt que de sauver une famille en détresse. Après leur départ, il y avait un calme étrange dans la maison. Tout à coup, j'avais ma vie privée de nouveau. Pas de gens qui me regardaient faire le café le matin avec curiosité. Pas de télévision à plein volume. Pas de lessive à sécher dans le salon et dans le patio. J'ai retrouvé ma paix et ma solitude. Mais j'ai aussi perdu quelque chose. J'ai perdu l'innocence que j'avais avant le typhon. Je réalisais maintenant à quel point j'étais naïf sur certaines choses, sur la culture, sur les attentes, sur ce que signifiait vraiment aimer quelqu'un d'une place et d'une époque différente. Maricel a continué à venir souvent à la maison les semaines qui ont suivi, mais il y avait une tension qui n'existait pas avant. Elle me parlait de sa famille, comment il vivait mal chez le cousin dans une maison vraiment bondée, comment c'était difficile. Elle semblait vouloir me faire sentir coupable, ou du moins, je le ressentais comme cela. Et honnêtement, je me sentais coupable. Pas pour les avoir mis dehors, je pensais sincèrement que c'était nécessaire, mais pour la façon dont c'était arrivé. J'aurais pu être plus gentil, plus progressif, plus compréhensif de la culture. Ou peut-être que j'aurais simplement dû payer pour le toit. Vers la fin de novembre, nous avons eu une longue conversation, la conversation qui aurait dû arriver des mois plus tôt. J'ai demandé à Maricel directement si elle et sa famille s'attendaient à ce que je soutienne indéfiniment sa famille entière. Et elle a dit quelque chose qui m'a vraiment frappé, qui m'a forcé à confronter ma propre culture et mes propres suppositions. Elle a dit « Laurent, en France, tu prends soin de tes parents âgés, non? Tu les aides financièrement quand ils vieillissent? Tu ne les mets pas dans une maison de retraite juste parce que c'est inconvénient ?» J'ai réfléchi. J'ai dit « Oui, tu as raison. Si mes parents avaient besoin d'aide, je les aiderais, bien sûr. Mais ce n'est pas la même chose. Je ne les ai pas forcés à venir vivre chez moi. Ce n'est pas pareil. » Elle a dit «
Ici, c'est comme cela que nous fonctionnons. Les enfants prennent soin des parents. Si tu aimes une fille, tu dois aimer sa famille. Ce n'est pas une option, c'est l'amour, c'est la famille. Et elle avait un point, en quelque sorte. J'avais dû l'admettre. Elle avait un point valide sur la culture. Mais cela venait aussi avec une attente culturelle inégalée que je n'avais jamais acceptée explicitement. Je ne lui avais jamais dit « D'accord, je suis maintenant responsable de ta famille. Envoie-les au besoin, je les supporterai. » C'était devenu une attente présumée, et c'était cela qui était le problème. Pas l'amour, pas la générosité, mais l'attente non communiquée, présumée, qui s'était transformée en quelque chose que ni l'un ni l'autre d'entre nous ne pouvait supporter. Je lui ai dit que j'étais d'accord pour aider sa famille occasionnellement, financièrement, pendant les crises, mais que je ne pouvais pas être leur source principale de revenus. Ce n'était pas juste pour moi, et ce n'était pas juste pour eux non plus, parce que cela les rendait dépendants et les empêchait de résoudre leurs propres problèmes, de construire leur propre stabilité. Nous avons continué notre relation pendant les mois suivants. Nous avons voyagé ensemble, visité Iloilo et Bacolod, 2 belles villes à Visayas. Nous avons eu des moments vraiment merveilleux, des souvenirs que j'aime toujours. Mais en arrière-plan, il y avait toujours cette tension. Sa famille, en particulier sa mère, semblait penser que j'avais mal agi en les mettant dehors pendant une période difficile. Et Maricel se sentait prise en sandwich entre son amour pour moi et sa loyauté envers sa famille. Vers le mois de mars 2023, environ 6 mois après le typhon, quelque chose a changé. Maricel m'a dit que sa famille avait décidé d'acheter une petite maison à Cainta avec un prêt hypothécaire. Cela m'a rempli d'une sorte de soulagement immense. Enfin, ils allaient avoir leur propre place, leur propre maison. Cela signifiait que finalement, la tension entre nous pourrait diminuer. Finalement, je pourrais être juste un petit ami qui aidait occasionnellement, pas un soutien financier principal. Mais voici ce qui s'est réellement passé. À travers une série de conversations longues et compliquées, jamais une demande directe, jamais un plan clairement énoncé, j'ai fini par payer environ 20 000 € pour la compte sur cette maison. 20 000 €. C'est un quart de ce que j'avais payé pour ma propre maison. Je ne lui avais pas demandé de me le dire. Je ne lui avais pas donné cet argent en tant que cadeau formalisé. Mais à travers une série de conversations, où Rosa était stressée par les paiements, où Berto était vraiment inquiet pour l'avenir, où Maricel me regardait simplement avec des yeux doux et attendait, j'avais finalement capitulé. C'était moins un cadeau et plus une sorte de rançon pour ma paix mentale. Si je payais pour cela, peut-être que Rosa arrêterait de me faire du ressentiment. Peut-être que Maricel se sentirait mieux. Peut-être que j'aurais enfin une vie tranquille, sans la tension constante du devoir non rempli, du reproche silencieux. Mais voici la chose difficile. Cela n'a pas vraiment changé la dynamique fondamentale. Rosa avait maintenant une maison à laquelle elle se sentait propriétaire, une maison pour laquelle elle avait mon argent, ce qui signifiait que, dans son esprit, elle avait une sorte de droit ou de privilège sur moi. Elle voulait toujours que je l'aide davantage. Elle voulait que je paie pour les rénovations, que j'aide avec les paiements hypothécaires mensuels, que je paie l'éducation de Miguel et d'Inès au lycée. C'était comme un trou sans fond. Chaque fois que j'aidais avec quelque chose, il y avait toujours quelque chose d'autre qui surgissait. Le toit, la clôture, la cuisine, les frais de scolarité. C'était infini. Cela n'avait aucune limite. Et je réalisais lentement, inévitablement, que je n'avais pas donné ma limite d'argent. J'avais donné un chèque en blanc. Un jour, vers le mois de mai 2023, je me suis assis avec un stylo et du papier, et j'ai vraiment calculé combien j'avais donné à la famille de Maricel. Pas en estimant, mais en calculant réellement. J'ai regardé mes relevés bancaires, j'ai rassemblé les reçus. J'ai noté chaque transfert d'argent via Remitly vers Berto, chaque argent en espèces que j'avais donné en personne, chaque compte de restaurant où j'avais payé pour la famille entière. En 3 ans, de 2020 à 2023, je leur avais donné plus de 80 000 €. 80 000 €. Plus de la moitié de ce que j'avais payé pour ma propre maison. Et pourquoi? Pour une maison que je ne possédais pas, pour des frais d'école que je ne contrôlais pas, pour des difficultés financières qui semblaient infinies et sans fin. J'ai parlé à Maricel de cela. Je ne l'ai pas dit d'une manière accusatrice, juste de manière factuelle. J'ai dit, Maricel, tu sais combien j'ai donné à ta famille en 3 ans? Elle a dit non. Je lui ai dit. Et son visage est devenu blanc. Laurent, pourquoi tu me dis cela? Parce que je dois que tu comprennes. C'est trop. Cela a dépassé le stade de l'aide. C'est maintenant une dépendance financière complète. Et c'est malsain. Pour moi, c'est malsain. Mais c'est aussi malsain pour ta famille, parce que cela les rend dépendants. Cela les empêche de construire leur propre avenir, leur propre stabilité. Elle a écouté.
Je pense qu'elle comprenait mon point de vue, mais elle ne pouvait pas vraiment le changer. C'était sa famille, c'était son devoir. Et en tant qu'homme qui l'aimait, elle s'attendait à ce que j'honore ce devoir aussi. Nous avons eu d'autres conversations similaires au cours des mois suivants. Certaines douces, certaines moins douces. Et aucune d'entre elles n'a résolu le problème fondamental. Il n'y avait aucun moyen de vraiment résoudre cela. C'était un fossé culturel qui était trop large, trop profond. Nous avons finalement rompu en juillet 2023. Ce n'était pas dramatique, c'était plutôt triste en réalité. Il n'y avait pas de grande dispute, pas de moment où l'un de nous a crié à l'autre. C'était juste un constat mutuel, une réalisation que nous venions de deux mondes différents, avec des attentes différentes, des valeurs différentes, et que nous ne pouvions tout simplement pas nous rencontrer au milieu. Je lui ai dit « Je t'aime, Maricel, je vais toujours t'aimer, mais je ne peux pas vivre cette vie, et tu ne peux pas arrêter de prendre soin de ta famille. Alors nous sommes bloqués. » Elle a pleuré, je l'ai serrée dans mes bras, et puis elle a dit au revoir. Après la rupture, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Des mois ont passé. L'été s'est transformé en automne, puis en hiver. Les saisons changeaient. Ma vie, lentement, a recommencé à se sentir normale. Et voici ce que j'ai compris, ce que j'ai vraiment appris de cette expérience entière. Je n'ai rien fait de mal en mettant une limite. En fait, c'était la bonne chose à faire. Les limites sont importantes. Les limites protègent les deux personnes, celui qui établit la limite et celui qui est limité. C'est contre-intuitif, mais c'est vrai. Une limite claire, établie tôt, avec compassion, est plus utile qu'une limite établie tard, avec du ressentiment. Ce qui s'est réellement mal passé, c'est que j'ai accepté une situation en pensant que c'était temporaire, quand c'était clair, dès le début peut-être, qu'elle serait permanente. Je ne comprenais pas la culture, je ne comprenais pas les attentes non énoncées. Et je n'avais pas la capacité ou le courage de communiquer mon propre plan pour l'avenir. Si je pouvais revenir et faire cela de nouveau, je dirais à Rosa et à Berto le 26 septembre, juste après le typhon, une fois qu'ils arriveraient avec leurs affaires, quelque chose comme cela. Je suis heureux que vous soyez ici. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est difficile pour moi aussi. Mais je vais vous aider pendant 2 semaines, jusqu'au 10 octobre. Pendant que vous êtes ici, vous devrez contribuer à l'électricité et à la nourriture avec ce que vous pouvez. Après le 10 octobre, vous devez retourner chez vous ou trouver un autre endroit. Et si vous avez besoin d'aide avec le toit, nous pouvons parler de cela, mais ce n'est pas un engagement à long terme. Cela aurait défini les attentes dès le départ. Cela aurait été clair. Cela aurait évité 2 mois de tension progressive, de frustration, et finalement, la rupture d'une relation que j'aimais profondément. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Et maintenant, je vis seul dans ma maison à Antipolo. C'est paisible, c'est silencieux. Parfois, je prépare le café le matin, et je pense à Rosa. Comment elle se levait à 5 heures pour préparer le petit déjeuner de tout le monde. Parfois, je vois un jeune couple passant devant ma maison, et je pense à Maricel, et comment elle aimait danser dans ma cuisine. Maricel m'a envoyé un message il y a quelques mois. Elle disait qu'elle était heureuse, qu'elle s'était réinscrite à l'université pour terminer son diplôme en commerce, qu'elle avait un nouveau petit ami, quelqu'un qui était plus proche de son âge, quelqu'un qui comprenait sa culture sans avoir à l'apprendre. Et honnêtement, vraiment, sincèrement, je suis heureux pour elle. Elle méritait quelqu'un qui pouvait vraiment être là pour elle et pour sa famille, sans ressentir de ressentiment, sans arrière-pensée. Moi, j'ai appris plusieurs leçons profondes de cette expérience. La première est que l'amour et la générosité doivent avoir des limites. Vous pouvez être incroyablement généreux et avoir toujours des frontières saines. Ce ne sont pas des opposés. En fait, les limites rendent la générosité plus significative, parce qu'elle est consciente et choisie, pas simplement absorbée par l'obligation. La deuxième leçon est que vous ne pouvez pas supposer que quelqu'un d'une culture différente partage vos valeurs, vos attentes ou votre façon de faire les choses. Vous devez demander, vous devez clarifier, vous devez avoir des conversations inconfortables tôt, parce que les attentes non communiquées deviennent du ressentiment. La troisième leçon est que la communication précoce et claire, même si elle est difficile, est infiniment plus précieuse que la clarification tardive et chaotique. J'aurais dû dire très clairement, le 26 septembre, vous pouvez rester jusqu'à telle date, après cela, vous devez partir. Au lieu de cela, j'ai dit quelques jours supplémentaires. Et ce vague quelques jours a coûté ma relation. Et la leçon finale, peut-être la plus importante, est que vous ne pouvez pas sauver quelqu'un d'une dépendance financière en continuant à les supporter financièrement. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Parfois, l'amour signifie dire non. L'amour signifie établir une limite et attendre que l'autre personne se lève et résolve son propre problème. C'est difficile, ça fait mal,
mais c'est souvent la seule voie vers une véritable autonomie. Je suis toujours en contact avec quelques amis à Antipolo et à Pasig. Pasig, c'est du domaine de Maricel, alors j'y vais rarement. Mais un jour, quelques mois après la rupture, j'ai marché jusqu'au petit café où je l'avais rencontrée. Elle n'y travaillait plus depuis longtemps. J'ai commandé un café, un double espresso, et j'ai juste pensé à cette période, à ce moment où je suis entré dans ce café, ne sachant pas que ma vie était sur le point de changer. Parfois, les gens rient à propos de ma situation. Ils disent « Oh Laurent, tu as laissé entrer ta copine et sa famille entière à ta maison, et puis tu ne pouvais pas les chasser. » Et je suppose que oui, c'est assez amusant dans un sens. C'est une histoire classique d'expatrié occidental qui prend une mauvaise décision malgré les meilleures intentions. C'est une histoire sur la naïveté, sur le manque de limites, sur l'incapacité à comprendre la culture d'une place. Mais ce n'est pas amusant d'une manière qui me rend heureux. C'est amusant d'une manière qui me fait simplement secouer la tête à moi-même. C'est amusant d'une manière qui me rappelle comment j'étais avant cette expérience. Moins sage, moins conscient, moins capable de voir à travers les nuances grises de la vie interculturelle. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je suis avec quelqu'un d'autre, une femme française qui vit maintenant à Manille aussi. Elle s'appelle Sophie. Elle a vécu en Asie pendant 5 ans avant de venir aux Philippines. Elle comprend complètement les complexités de vivre en tant qu'expatriée occidentale. Elle comprend ma position sur les limites familiales. Elle ne s'attend pas à ce que je soutienne sa mère ou son frère. Ce n'est pas parce qu'elle est dure ou sans cœur, c'est parce qu'elle comprend que les limites sont saines. Nous ne vivons pas ensemble, et nous avons décidé consciemment que nous ne nous engagerions pas profondément dans une relation jusqu'à ce que nous ayons clarifié exactement ce que cela signifierait pour nos familles respectives. Comment nous gérerions l'argent? Quelles étaient nos attentes pour l'avenir? C'est plus transactionnel, je suppose, plus français dans notre approche. Mais c'est aussi plus honnête. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'attente présumée. Il y a juste 2 personnes qui se parlent clairement et qui acceptent ce qu'elles obtiennent. Ma maison à Antipolo est toujours à moi. Elle vaut probablement plus maintenant parce que les prix des propriétés aux Philippines ont augmenté. Pas de manière spectaculaire, mais oui. Je pourrais la vendre, faire un profit et retourner en France. Parfois j'y pense. Je pense à quel point il serait facile de tout laisser derrière. Mais je ne la vends pas. J'aime cette maison. Et chaque fois que je pense à cette période, à Rosa, à Maricel, à Miguel, à la tempête, à ces 2 mois où ma maison était pleine de gens, de bruit, de vie, je me rappelle ce qui m'a amené ici. Pourquoi je suis venu aux Philippines en premier lieu? Je suis venu chercher un nouveau départ. Et dans un sens, j'en ai eu un. Juste pas du tout de la manière dont je l'avais imaginé. Je suis parti de la France en tant qu'homme un peu égoïste, qui pensait que l'amour était suffisant, que la générosité était suffisante, que l'argent pouvait résoudre tous les problèmes familiaux. Et j'ai appris, douloureusement et coûteusement, que ce n'était pas le cas. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Ce n'est pas une histoire de héros. Ce n'est pas une histoire où quelqu'un gagne ou perd de manière claire. C'est juste une histoire de 2 personnes qui se sont aimées, qui venaient d'endroits très différents, avec des valeurs très différentes, et qui ont découvert qu'au final, la distance culturelle était trop grande à franchir. C'est une histoire sur comment faire la bonne chose peut aussi être la mauvaise chose. Et comment comprendre cela, vraiment le comprendre, n'arrive que lorsqu'il est trop tard.